Un tribunal citoyen accuse Monsanto de violer les droits de l'homme et de commettre un écocide, à savoir une destruction de l'écosystème planétaire. Le géant américain a récusé ces accusations. Le verdict de ce procès ne sera que consultatif. On en parle dans un instant avec Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre qui fait partie du comité d'organisation de ce tribunal. Mais d'abord, un point sur ces 2 jours de procès avec Amandine Sellier. Il le chante, il le crie, Monsanto dégage. Manu Chao soutient le tribunal Monsanto, une star pour soutenir un procès symbolique. Mais ce sont bien 5 juges de renommée internationale qui avaient la charge d'étudier les accusations de violation des droits humains, de crimes contre l'humanité et d'écocide. Ce n'est pas seulement un combat contre une multinationale, c'est une lutte pour la vie, pour la liberté. Un combat pour empêcher les grandes compagnies de coloniser notre système alimentaire, de coloniser notre agriculture. Durant ces 2 jours de procès, une trentaine de témoins et d'experts se sont succédés à la barre. Sabine Grattalou était la première personne à témoigner. Elle a répandu du Roundup sur 700 mètres carrés de terrain lorsqu'elle était enceinte. Atteint de malformations congénitales, son fils, âgé de 9 ans, a déjà été opéré 50 fois. Je suis présente ici pour sensibiliser, je l'espère, les opinions publiques et les responsables politiques du monde entier sur la nécessité de la mise en place d'une instance juridique internationale. À la barre également des fermiers paysans sans terre du Brésil, éleveurs de soja ou de maïs du Paraguay ou d'Argentine, ou d'aubergines au Bangladesh. Dans ce pays, le gouvernement a imposé des semences transgéniques. 40% de la production est aujourd'hui génétiquement modifiée. Nous avons essayé d'obtenir justice dans notre pays, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons essayé de faire pression sur notre gouvernement, mais Monsanto a infiltré les ministères et les administrations. Invité à se défendre, Monsanto a refusé de participer, accusant l'initiative de mascarade et de parodie. Le jugement du tribunal ne sera pas communiqué avant décembre. Outre la condamnation du système agro-industriel actuel, l'enjeu sera de faire reconnaître le crime d'écocide dans le droit international. Et on est au téléphone en direct avec Corinne Lepage. Merci à vous d'être avec nous. Corinne Lepage, vous êtes avocate, ancienne ministre de l'Environnement en France. Vous faisiez partie du comité d'organisation de ce tribunal Monsanto. Vous êtes encore à La Haye. Alors le but principal, comme cela vient d'être dit dans le sujet, c'est de faire reconnaître le crime d'écocide au niveau international. C'est bien cela, hein ? Non, c'est pas le but principal. Le but principal, c'est d'avoir un avis qui certes sera consultatif, mais qui est d'autorité. Je rappelle que ce tribunal est présidé par une ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons un procureur général dans le tribunal. Donc ce sont des magistrats extrêmement expérimentés qui vont dire le droit. Il ne s'agit pas de condamner Monsanto. Il s'agit de dire si les agissements de Monsanto l'ont été en conformité avec le droit international et les propres engagements de Monsanto vis-à-vis des droits humains, que ce soit le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'environnement. En plus, effectivement, la question de l'écocide est posée. On sait que c'est du droit prospectif, c'est donc une question différente des questions précédentes, mais elle est également posée. Mais faire évoluer le droit international sur ces questions, ça fait partie aussi des objectifs, j'imagine, de ce tribunal. Récemment, la Cour pénale de La Haye a émis l'intention de se concentrer davantage sur les crimes environnementaux. Est-ce que vous y croyez, vous ? Oui, j'y crois tout à fait. Je vous assure, quand on a entendu les témoignages que nous avons entendus, et ce qui était extraordinaire, c'est que ces témoignages venaient du monde entier. Il y avait des gens d'Asie, des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, qui ont tous décrit la même chose, c'est-à-dire les mêmes malformations chez les enfants, les mêmes types de maladies chez les agriculteurs, les mêmes privations de terre parce que les terres sont mortes quand le Roundup a été répandu dessus, des récoltes fichues quand c'est du coton OGM. Tout ça, on l'a entendu, que ce soit au Sri Lanka ou que ce soit en Afrique ou que ce soit en Amérique du Sud et en particulier l'Argentine où la situation est absolument dramatique. Voilà, donc les faits sont là et la question posée, c'est celle de savoir s'il est possible d'admettre que ces comportements sont conformes au droit international. Aujourd'hui, il n'y a pas de tribunal international pour le dire. Il y a des tribunaux nationaux qui
dans certains pays, ils sont quand même largement inspirés par Monsanto, comme les gouvernements du reste. Et donc c'est très important qu'il puisse y avoir un avis en droit par des magistrats qui sont totalement indépendants, qui n'ont rien à voir avec le comité d'organisation. Je le précise parce que Monsanto dit ce soir que la présidente est dans le comité d'organisation, ce qui est totalement faux, mais ce qui montre quand même un peu de panique à bord. Merci Corinne Lepage d'avoir répondu à nos questions. La planète et son écosystème menacés, une des défenses de Monsanto pour se justifier, c'est de déclarer que l'agro-industrie est aujourd'hui indispensable pour nourrir une population mondiale en forte croissance, ce qui nous amène à une autre problématique, l'accaparement des terres par des multinationales au détriment des petits paysans. Un combat à la David et Goliath. On en parle avec vous, Cécile Cazenave. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous avez coordonné, édité Terres à vendre, un livre reportage sur ce sujet, publié aux éditions Intervalle. Éthiopie, Philippines, Ukraine, Madagascar, Indonésie, Dubaï et Brésil. Cet ouvrage rend compte dans ces 7 pays des conséquences de cet accaparement des terres agricoles. Alors d'abord, comment est né ce projet de livre ? Alors ce projet est né, c'est un travail d'équipe d'abord. Ce projet est né parce qu'il y a 4 photographes italiens réunis dans le collectif Terra Project Photographers qui ont parcouru le monde pour documenter ce phénomène d'accaparement. Et puis ces reportages ont été publiés dans la presse internationale, en partie en France. Et on a décidé de les réunir et d'éditer un livre dans lequel on pourrait également exposer le point de vue de scientifiques qui travaillent sur ce phénomène. C'est un phénomène très complexe à comprendre. Et donc l'idée, c'était de le rendre compréhensible en l'éclairant. C'est très didactique, justement. Il y a des infographies, il y a énormément de photos, il y a des témoignages. Comment vous avez voulu justement construire ce livre ? Quelle a été l'idée qui a été la ligne rouge ? De manière assez simple, il est construit par pays, par reportage. Mais pour chaque pays, on a souhaité prendre un angle d'attaque différent, qui éclaire un scientifique. L'idée, c'est que la question de l'accaparement, ça traverse, ça évoque... Il y a beaucoup d'enjeux sur cette question. Il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux de justice sociale, il y a des enjeux de souveraineté alimentaire, il y a des enjeux politiques. Et donc, à chaque chapitre, on éclaire un des aspects de ce phénomène d'accaparement. Et justement, vous décrivez les conséquences qui sont extrêmement grave pour ces petits producteurs. On les écarte de leurs terres, ils n'ont plus accès aux ressources naturelles. C'est une vraie confiscation validée par leur gouvernement. Comment est-ce possible, ça ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accaparement de terres, c'est-à-dire l'acquisition, ou plutôt la location de terres à très grande échelle, se fait de manière tout à fait légale dans pratiquement la quasi-totalité des pays où ça se passe. C'est un problème de droit foncier, en fait. Exactement, c'est un problème de droit foncier. La plupart, dans de nombreux pays du Sud en particulier, les droits des agriculteurs sur leurs terres sont des droits coutumiers. Et au moment... donc, ils ne possèdent pas de titre de propriété sur leurs terres. À un moment où un acteur financier, un acteur de l'agro-industrie ou un fonds souverain décide d'investir sur une grande surface de terre avec l'accord d'un gouvernement qui l'y invite, ces agriculteurs ne peuvent prouver qu'ils cultivent cette terre depuis parfois plusieurs générations et c'est ainsi qu'on peut les mettre dehors. Alors pour José Bové, qui préface votre livre, cet accaparement des terres n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de colonisation. C'est votre avis également ? C'est une question qui est posée, en particulier quand de grandes surfaces sont acquises ou louées. Elles sont destinées majoritairement à faire des monocultures par l'agriculture intensive. Donc ce sont des cultures qui vont être exportées. Donc à un moment, sur une terre, il y a un conflit absolument inégal qui se passe entre des populations qui sont là pour se nourrir et nourrir leur pays. Et les mêmes ressources vont être soudainement mises à disposition de pays avec des populations à très haut revenu qui vont pouvoir se payer ces denrées, c'est-à-dire du soja pour nourrir leur bétail, du coton pour faire leurs t-shirts ou de l'éthanol pour mettre dans leurs grosses voitures. Et cultiver et produire autrement que ce que propose l'agro-business, c'est pourtant possible. Par exemple, l'ONG, l'Institut des ressources mondiales, a publié dernièrement une étude qui dit que permettre aux indigènes d'Amazonie de conserver leurs terres en Bolivie, au Brésil et en Colombie aurait des bénéfices économiques et environnementaux pouvant dépasser le $1 milliard. Il y a d'autres solutions possibles. Oui, absolument, mais il y a des scientifiques qui se penchent de manière très précise sur la production de richesse en agriculture et ils
il prouve que la production de richesse par l'agriculture familiale et paysanne est bien plus importante que celle produite par l'agro-industrie. Et ça, le problème, c'est que c'est un dogme. Aujourd'hui, dans le monde, ce que nos élites dirigeantes pensent, c'est que seule l'agro-industrie... Ce que valide l'OMC, la Banque mondiale également. Ce que tout le monde valide actuellement, c'est que seule l'agro-industrie est capable de nourrir la planète à travers le commerce international. Et ça, c'est un dogme. Et si on écoute les scientifiques, c'est faux. Merci Cécile Cazenave d'avoir été notre invitée. Votre livre Terre à vendre est disponible aux éditions Intervalle. On peut retrouver un dossier spécial sur l'accaparement des terres sur tv5monde.com avec une interview de vous, Cécile Cazenave. Et vous pourrez également retrouver un dossier spécial sur le tribunal citoyen contre Monsanto.